Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au professeur Farge pour l'invitation. Moi, je m'appelle Alain Lesquat, je travaille dans le service de médecine interne et d'immunologie clinique du CHU de Rennes et également chercheur à l'IRSET, l'Institut de recherche en santé, environnement et travail. Dominique m'a proposé de discuter avec vous aujourd'hui de sclérodermie systémique et de cellules stromales, et également un petit peu de faire un lien entre clinique, hétérogénéité clinique et potentiellement les effets de cellules stromales mésenchymateuses comme traitement. Voilà. Donc en termes de pathogénie, on sait que la sclérodermie systémique reste la connectivité avec la mortalité individuelle la plus importante, avec une grande hétérogénéité clinique et une triade d'événements pathogéniques incluant la vasculopathie, l'inflammation et la fibrose. Donc si on met ça sur un seul schéma, eh bien on voit qu'il y a probablement initialement une apoptose endothéliale et une activation de l'immunité adaptative. Je ne sais pas si on voit, si on la voit, parfait. Dans un second temps, probablement cette vasculopathie qui s'installe avec le phénomène de Raynaud. On sait que les auto-anticorps vont précéder la survenue du phénomène de Raynaud au cours de la sclérodermie. Et ensuite, une phase plus fibroproliférative, d'abord médiée par les TH1, et puis dans un second temps médiée par les TH2, avec donc une phase plus fibrosante dont on a discuté dans le tout premier topo du professeur Tarte. Donc on a beaucoup parlé là, des B, notamment de l'interaction B avec le reste des cellules immunitaires. Et moi, je vais m'intéresser un petit peu plus aux macrophages que vous avez ici représentés dans la physiopathie de la maladie, et en particulier notamment à cette balance un petit peu entre des macrophages M1 qui sont plutôt pro-inflammatoires et les macrophages M2 qui sont pro-fibrosants. Alors c'est une vision un peu caricaturale des macrophages, mais ça permet de mieux comprendre un petit peu les mécanismes en jeu, et je suis content de voir que l'oratrice précédente a mis en avant l'importance du macrophage comme un facteur pro-résolutif au cours de la sclérodermie systémique et en particulier de l'atteinte pulmonaire. Alors, l'objectif, ça va être de discuter ces cellules en lien avec les cellules stromales mésenchymateuses, et je commencerai à mettre en avant ce qui se passe au niveau cutané, puisqu'il y a un autre point en termes d'hétérogénéité, c'est que probablement ce qui se passe dans la peau, dans les poumons, dans les PBMC, c'est-à-dire dans le sang, est différent au cours de la sclérodermie. On a tendance un petit peu à simplifier l'ensemble en imaginant que dans tous ces tissus, il va se passer la même chose, mais probablement que c'est une vision un peu biaisée de la maladie et qu'il faut avoir un raisonnement tissu par tissu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit en clinique, puisqu'on a des patients qui vont avoir, par exemple, une amélioration de leur Rodnan, une amélioration de leur fibrose cutanée, alors qu'au niveau pulmonaire, ils ne vont pas s'améliorer. Donc c'est bien la démonstration même qu'en fonction du tissu, on va avoir une physiopathe différente. Donc ça, c'est l'équipe du Michigan qui avait présenté ces data en montrant quelles étaient les signatures moléculaires dans la peau des patients qui étaient les plus représentées. Si vous avez ici le 1 représentait les sujets sains, les boîtes grises représentaient les formes tardives de la maladie, et les éléments roses représentaient les formes précoces de la maladie. Et vous voyez qu'en différence au sujet sain, ce qui ressortait le plus, il y avait évidemment les fibroblastes dans la peau, donc qui participent au dépôt de collagène, mais également les macrophages M2 et les macrophages M1, donc ces macrophages pro-fibrosants et pro-inflammatoires, avec une différence en particulier entre les formes précoces et les formes tardives pour ce qui est des macrophages M1, c'est-à-dire que les macrophages pro-inflammatoires étaient plus représentés au début de la maladie, et puis ensuite il y avait comme un switch vers des macrophages pro-fibrosants, ou en tout cas on ne retrouvait plus de manière aussi marquée les macrophages pro-inflammatoires. Alors, ceci se traduit en termes de signature moléculaire, et le professeur Rimard a bien montré ces éléments-là, à savoir que dans la peau, on considère qu'il y a des signatures moléculaires, soit des patients avec une forme plutôt fibrosante, soit une forme plutôt inflammatoire, soit une forme plutôt normale. Et donc, si on regarde le code de couleur que j'ai essayé de garder à l'identique, vous avez les acteurs de la phase inflammatoire ici, les acteurs de la phase dite normale, qui sont probablement plutôt les acteurs vasculaires, et des acteurs de la phase fibroproliférative, qui sont les acteurs fibrosants.
Et finalement, si on regarde au cours du temps, lorsqu'on fait des biopsies sériées au niveau cutané aux patients atteints de sclérodermie, vous voyez qu'on a quelques passages, que l'ensemble des passages se font plutôt de la phase inflammatoire vers la phase fibrosante, éventuellement de la phase normale vers la phase fibrosante. Et dans les biopsies les plus tardives, on n'a plus que des patients en forme fibrosante. Ce qui laisse à penser, donc, on a vraiment un switch au cours de la maladie des acteurs de l'inflammation vers les acteurs de la fibrose. Et donc, quand on raisonne en termes de thérapeutique, il va falloir aussi raisonner en termes de cibles thérapeutiques qui correspondent à cette phase ou à ces phases de la maladie. Et ça va avoir un impact en termes de thérapeutique et de biomarqueurs de réponse thérapeutique. Vous avez ici l'essai du professeur, coordonné par le professeur Dinesh Khanna sur l'abatacept, donc l'abatacept qui va bloquer la co-stimulation BT et donc l'activation B. Ce qui a été démontré, c'est que vous avez ici donc nos 3 groupes de malades, c'est-à-dire le violet, c'est les patients qui avaient une signature inflammatoire de la maladie. Le vert, c'est les patients qui avaient une signature normale-like, et le rouge, ceux qui avaient une phase plutôt fibro-proliférative. Et donc, globalement, l'essai était négatif, c'est-à-dire que le traitement n'avait pas l'impression de donner un effet lorsqu'on considérait tous les patients dans leur globalité. Mais par contre, lorsqu'on s'intéresse aux malades en fonction du sous-groupe que je viens de décrire, vous voyez que les patients dans la phase inflammatoire, quand ils étaient sous placebo, gardaient des scores de fibrose élevés, alors que ceux qui étaient traités, eux, dans ce groupe-là, voyaient une amélioration thérapeutique. Alors que dans les autres groupes, finalement, on n'avait pas de différence entre le placebo et le traitement. Ce qui laissait à penser donc que les patients en phase inflammatoire étaient ceux qui pourraient bénéficier le plus d'un traitement qui inhibe la co-stimulation. Vous allez me dire, si on regarde la physiopathe, puisque la co-stimulation est ici, c'est logique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pense pas trop les essais thérapeutiques, ou pas encore, en ces termes-là, et c'est peut-être vers ça qu'il faudra aller. Alors on a les modèles murins qui, comme on vient de le dire, nous permettent d'y voir un petit peu plus clair, et l'objectif était de discuter ici en quelques minutes de ce qu'on peut tirer justement des modèles murins et de l'impact des CSM et de ces signatures moléculaires, et en particulier des macrophages dans ces modèles murins. Alors, si on s'intéresse au modèle HOCL, alors je pensais que l'équipe précédente allait en toucher 2 mots, mais le modèle HOCL, donc c'est un petit peu le modèle français, si je puis dire, et donc là j'ai repris les données d'Alexandre Maria qui est dans la salle, et qui avait pu bien montrer dans ce modèle donc induit par un toxique que l'injection de cellules stromales murines en intraveineuse avait des propriétés anti-fibrosantes ou prévenait en tout cas au moins en partie la fibrose, à la fois dans la peau et dans le poumon. Ensuite, son équipe est allée un peu plus loin en montrant que quand on utilisait des cellules stromales dérivées d'adipocytes humains, de tissus adipocytaires humains, on obtenait des résultats similaires. Et nous, grâce à la collaboration avec le professeur Tart et un de nos étudiants, François Zimmermann, on a pu montrer que dans le modèle bléomycine, un petit peu différent que le modèle bléomycine qui vous a été présenté juste avant, mais qui garde les mêmes propriétés, on avait aussi un effet préventif de l'installation de la fibrose cutanée et pulmonaire lorsqu'on utilisait des ASC. Et nous aussi, on avait une différence avec des ASC activés, des MSC activés, comme ce qui a été présenté précédemment, dans un modèle assez proche, donc des résultats assez robustes. Et ce qu'on a pu montrer également, c'est que ça passait en partie sur un effet qui était médié potentiellement sur CCL2, qui est un chémoattractant des macrophages ou des cellules myéloïdes au sens large, et donc peut-être un effet qui est médié par un effet sur les macrophages. Alors j'ai repris ici une review du professeur Farge, écrite en commun avec le professeur Tart, qui nous montrait un petit peu quels étaient les mécanismes d'action impliqués pour la sclérodermie et les CSM, avec plusieurs questions. Finalement, c'est est-ce que les CSM peuvent jouer via des facteurs solubles, via une interaction cellule-cellule, ou bien est-ce qu'ils jouent avec les 2 mécanismes en jeu? Alors probablement que c'est multifactoriel, mais comment on peut essayer de comprendre un petit peu mieux par où agissent les MSC? Alors une première réponse par rapport aux facteurs solubles, c'est de toute
tout simplement dans le modèle ici HOCL, la démonstration que les vésicules extracellulaires de cellules stromales mésenchymateuses issues de moelle osseuse de souris, lorsqu'elles étaient préactivées, ces cellules, en fait, leurs exosomes à eux seuls, leurs vésicules extracellulaires, suffisaient à avoir un effet thérapeutique, ce qui laisse à penser que déjà les facteurs solubles, les facteurs sécrétés, jouent un rôle important dans le mécanisme d'action. Alors après, qu'est-ce qui, dans les facteurs solubles, joue un rôle? Ça reste encore des questions ouvertes. Ensuite, si on s'intéresse maintenant à l'effet plus localisé de ces cellules, eh bien, il faut savoir quand même que les cellules stromales, lorsqu'on les injecte par voie intraveineuse, leur localisation préférentielle, de manière assez étonnante, je trouve, c'est de se situer dans les poumons. Elles se jettent dans les poumons dès qu'on les injecte en voie intraveineuse. Donc là, ce qui laisse à penser que si elles agissent au niveau si elles ont des effets au niveau cutané alors qu'elles se localisent dans les poumons, c'est là encore qu'elles jouent via des facteurs solubles et non pas par des facteurs locaux. Mais ce qu'on vient de voir aussi, c'est que en fait, l'un des problèmes majeurs au cours de la sclérodermie, c'est la fibrose pulmonaire. Donc si elles viennent se localiser au niveau pulmonaire, elles peuvent aussi avoir des effets locaux et donc peut-être des effets médiés par les interactions cellulaires. Et c'est là que rentre un autre processus et qui fait appel aux macrophages, c'est le processus d'éphérocytose. Alors qu'est-ce que l'éphérocytose? C'est la capacité que les macrophages ont à phagocyter des cellules apoptotiques et potentiellement donc des cellules stromales mésenchymateuses apoptotiques au niveau pulmonaire. En fait, ça va induire un reprogramming des macrophages qui se mettent alors à sécréter des cytokines anti-inflammatoires telles que l'IL-10 ou le TGF-bêta, mais donc éventuellement des cytokines profibrosantes. Parce que moi, ce qui me laisse toujours un peu perplexe, c'est le TGF-bêta dans la sclérodermie. Est-ce qu'on est sur un facteur ami ou ennemi lorsqu'on est dans cette pathologie-là? Donc, ce qui a été montré dans cette publication, c'est que donc, les cellules stromales étaient très rapidement éliminées lorsqu'elles arrivaient au niveau pulmonaire, ce qui laisse à penser que précisément, elles vont être éphérocytées par les macrophages alvéolaires. Et dans ce travail, ce qu'il montre aussi, c'est que s'ils utilisent des cellules stromales qui n'ont pas de capacité à devenir apoptotiques, eh bien, on perdait en fait l'effet bénéfique au niveau pulmonaire de ces cellules stromales. Ce qui laisse à penser qu'il y a un besoin pour ces cellules stromales de devenir apoptotiques pour être éphérocytées, avoir des propriétés anti-inflammatoires sur les macrophages qui ensuite vont avoir des effets éventuellement antifibrosants ou en tout cas contrer une polarisation M2. Alors, ce qu'on a pu montrer, nous, au laboratoire, l'équipe du professeur Lecœur à qui je travaille, c'est que les souris sclérodermiques avaient plutôt un défaut d'éphérocytose. Donc, ce qui laisse à penser que sur un poumon malade, peut-être qu'on va avoir une moins bonne efficacité. Donc ça, c'est une des questions. Et je vois que l'équipe canadienne précédente a montré que quand on remettait des macrophages sains sur une fibrose pulmonaire, on retrouvait des propriétés justement bénéfiques. Donc peut-être que justement, c'est parce que ces macrophages, ces nouveaux macrophages qui, eux, ne sont pas malades, lorsqu'on les remet au niveau pulmonaire, ils ont une capacité d'éphérocytose, ils ont des capacités anti-inflammatoires qui sont justement restaurées et qu'on avait perdues lorsqu'on instillait la bléomycine. Donc ça, c'est une des hypothèses possibles. Ce travail ici a montré que les macrophages et les cellules mésenchymateuses avaient des interactions vraiment importantes. C'est encore le modèle bléomycine qui montre que lorsqu'on induit une fibrose au niveau, là cette fois-ci plus précisément cutané, eh bien on avait un recrutement de macrophages médié par la bléomycine. Que ça s'associait ici au niveau cutané avec une accumulation de collagène et que par contre quand on utilisait des cellules stromales, on avait bien un effet antifibrosant au niveau cutané. Cette équipe a montré également que l'utilisation de cellules stromales permettait de limiter le recrutement des macrophages. Donc, à la fois, les macrophages vont être bénéfiques, par exemple, au niveau pulmonaire pour médier les effets, mais dans certains cas, ils sont aussi pathogènes et les cellules stromales permettent d'éviter cet effet profibrosant qui est médié par les macrophages. Et ça pourrait passer par une diminution de CCL2, c'est-à-dire ce marqueur qui permet de recruter les macrophages, notamment au niveau cutané. Alors si on s'intéresse à l'essai de phase 1 et qu'on regarde un petit peu les biomarqueurs tels qu'ils ont été discutés jusqu'à présent, eh bien on voyait que chez les patients non répondeurs, il y avait une augmentation du TGF-bêta par rapport aux patients répondeurs.
Et donc, il se laissait à penser que les cellules stromales allaient être bénéfiques chez les patients qui n'avaient pas les taux de TGF-bêta élevés. Et en fait, là encore, si on se retourne vers la physiopathologie, c'est assez logique. Pourquoi ? Parce que le TGF-bêta va être élevé chez les patients en phase fibro-inflammatoire, et donc probablement que les répondeurs, en fait, sont dans la fibroproliférative, pardon, et donc probablement que les répondeurs sont encore dans la phase inflammatoire. Et donc, si on pense des essais demain pour les cellules stromales mésenchymateuses, probablement qu'il faudra penser à inclure plutôt des patients en phase inflammatoire. Alors, est-ce que ça passera par le ratio neutrophile-lymphocyte pour essayer de les repérer justement ? C'est des questions qui restent ouvertes. Et si on s'intéresse à l'effet via les B, on avait un peu la même conclusion, c'est-à-dire que les non-répondeurs étaient dans le groupe de B qui exprimait trop de TGF-bêta, là où les répondeurs en exprimaient moins, donc toujours dans la même logique. Et c'est vrai que si on regarde l'effet des CSM mis en perspective dans la sclérodermie, eh bien on a l'impression qu'elles ont quand même plus de propriétés sur le versant anti-inflammatoire que sur le versant fibroprolifératif, ce qui là encore laisse à penser qu'il faut peut-être privilégier ce traitement chez ces patients qui ont encore une inflammation résiduelle. En termes de conclusion et d'agenda de recherche, ce qu'il reste à penser, c'est quel est finalement l'impact des CSM plus spécifiquement, notamment sur les macrophages, en plus des cellules B. Finalement, comment on peut mieux sélectionner les patients sur les essais thérapeutiques ? Je vous ai montré des exemples de stratification sur la peau, mais qu'en est-il sur le poumon ? Qu'en est-il sur les PBMC ? C'est des questions qui restent ouvertes. Et puis finalement, est-ce que ce shift de l'inflammation vers la fibroprolifération ne constitue pas la limite de fenêtre d'opportunité thérapeutique pour ces patients. Donc il me reste à remercier encore l'équipe de Matec pour l'invitation et à remercier la collaboration avec le professeur Tart, puisque beaucoup des travaux que j'ai montrés sont issus de cette collaboration, et également donc à remercier Dominique Farge et à être particulièrement enthousiaste à l'idée qu'on a pu décrocher une ANR avec ce consortium pour répondre précisément à cette question des CSM dans les modèles murins sclérodermiques. Voilà, merci pour votre attention.